C'est l'Adosphère, l'émission francophone qui parle aux ados. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de C'est l'Adosphère. On est parti pour à peu près 1 heure ensemble où on va parler d'actualité, de fun et aussi d'histoire à la fin de cette émission. Alors c'est parti tout de suite avec l'actualité. C'est On Air dans l'Adosphère. Adosphère. Un point sur l'actualité de la semaine. Et avant de vous parler d'actualité, laissez-nous vous parler de quelque chose qui est plutôt actuel. J'en ai un petit peu parlé la semaine dernière, mais ça y est, l'émission sur Spotify, mais elle est maintenant aussi sur Apple Podcast et sur YouTube. Donc vraiment, il n'y a pas d'excuse, vous pouvez nous réécouter de partout. Et on va commencer tout de suite avec une autre bonne nouvelle de cette semaine. C'est le Flash Bonne Humeur, la bonne nouvelle de la semaine. La bonne nouvelle de cette semaine dont on parle, c'est une invention par un jeune étudiant inventeur néerlandais qui s'appelle Boyan Slat et qui propose une solution pour pouvoir, avec son organisation à but non lucratif, The Ocean Cleanup, déployer une technologie qui empêche les déchets d'atteindre la mer. C'est une technologie qui se met en fait dans les rivières pour pouvoir bloquer les déchets, en particulier les déchets plastiques, et donc éviter qu'ils atteignent la mer, les collecter et les retirer de l'eau pour que ce soit évidemment plus sain pour tout le monde. L'ingénieur, il a aujourd'hui 31 ans et il a déjà, depuis plus de 10 ans, consacré beaucoup de temps à ce projet et il affirme avoir déjà retiré près de 50 millions de kilogrammes de déchets de plastique des rivières et océans du monde entier. Et donc, il propose de pouvoir étendre ça à notamment 30 villes importantes dans le monde qui permettraient d'enlever 1/3 du plastique qui se retrouve actuellement dans les océans. En fait, en ciblant les villes les plus polluantes, le plastique ne se retrouverait pas dans les océans et ça éviterait cette pollution-là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que des jeunes inventeurs s'intéressent à des sujets pareils. Alors je voulais vous en parler aujourd'hui et on va parler de notre top des sujets dans l'actualité des maritimes dans quelques instants. Le top actu. 3 actus en bref. Et on parlait il y a un instant d'innovation et j'ai envie de continuer de parler d'innovation et notamment avec une innovation cardiaque avec au Nouveau-Brunswick une nouvelle technologie à la pointe de la technologie, des stimulateurs cardiaques qui peuvent permettre à Saint-Jean d'offrir aux patients néo-brunswickois un traitement moins invasif pour le cœur et donc de permettre d'avoir des meilleurs soins au niveau cardiaque. C'est un appareil qui enlève le recours aux sondes et donc réduit le risque de complications, notamment le risque d'infection. Et c'est un dispositif qui a depuis quelques années aidé à peu près 50 patients. Et donc depuis 1 mois et demi, 3 appareils ont été équipés au centre cardiaque du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'une 20aine de patients pourraient bientôt bénéficier de nouveau de ces simulateurs cardiaques au sein de la province et donc de permettre à la population atteinte de troubles cardiaques d'avoir un suivi beaucoup plus pratique et à la pointe de la technologie. On en a fini avec le cœur et avec la santé. On va parler de jeunesse et notamment avec les élections municipales qui se sont tenues il y a quelques jours maintenant. Le fait que la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick s'est servi de ces élections pour plaider parce qu'il suggère notamment qu'il est important de baisser l'âge du vote à 16 ans et d'instaurer des cours d'éducation civique à l'école pour que les jeunes soient plus impliqués en politique parce que ces élections municipales au Nouveau-Brunswick, elles ont révélé un manque d'intérêt des jeunes pour la politique et donc cette fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick essaye de plaider pour que les jeunes se sentent plus intéressés par ça, plus impliqués et osent un peu plus se lancer dans une carrière en politique, en tout cas au moins à l'échelle municipale. Troisième information, on va parler d'art avec une nouvelle œuvre d'art qui prend forme à Edmundston. On part un petit peu plus loin. En fait, il y a un projet de Monsieur Beaulieu, un artiste de l'île du Prince-Édouard, qui a été validé pour pouvoir être installé à Edmundston avec le but de compter le Madawaska par l'art public. Alors le but c'est de pouvoir installer des arbres en métal
pour raconter l'histoire industrielle aussi d'Edmundston et l'industrie forestière et la fabrication de pâte à papier. C'est vraiment une œuvre d'art qui met plusieurs aspects de la ville en commun. Et donc, cette œuvre d'art, elle est en cours d'installation et c'est assez sympathique. Ce sera assez sympathique à voir. Alors, j'espère que vous pourrez peut-être cet été ou un peu plus tard dans l'année, aller le voir et puis pouvoir en profiter d'une nouvelle œuvre d'art qui arrive à Edmundston. Et on va parler d'un autre sujet maintenant avec le debunk de cette semaine. Le décodeur, une info ou une infox, décryptée ou débunkée. Alors le debunk de cette semaine, il part d'une information qui a assez émergé sur les réseaux sociaux et un peu partout ailleurs ces derniers temps. L'épidémie de hantavirus qui a émergé au sein du navire de croisière d'expédition MV Ondus. Et depuis un peu plus d'une semaine, il y a eu des cas et des décès qui ont été annoncés par la santé publique. Et c'est une croisière donc avec des personnes de plusieurs endroits du monde. Et beaucoup de personnes, suite à cette épidémie, même si elle n'a pas du tout la même ampleur que le Covid-19, comparent l'épidémie à la pandémie de Covid-19 et ont peur justement que l'épidémie d'hantavirus devienne une pandémie. Et certains médecins, commencent déjà à raconter n'importe quoi sans aucune preuve, disant que certains médicaments seraient bons pour lutter contre l'hantavirus ou que l'hantavirus est extrêmement transmissible alors qu'il ne l'est pas, etc. Il y a plein de théories du complot qui naissent autour de ça. Donc voilà, je voulais vous dire de faire attention à ça parce que autour d'une épidémie, autour d'incertitudes comme celle-ci, il y a énormément de gens qui se servent des réseaux sociaux pour raconter absolument n'importe quoi. Donc, il faut vraiment vérifier auprès de sources sûres, de médecins spécialisés dans ces maladies-là pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe. C'en est fini pour les actus pour aujourd'hui. On va complètement changer de sujet dans un instant puisqu'on va parler de culture. Restez à l'écoute. C'est l'Adosphère. Adosphère. Place maintenant donc à la culture avec notre rubrique dans laquelle on parle de sport, de lecture et de musique. Et c'est tout de suite. C'est le passeport des curieux dans l'Adosphère. Le repère des recommandations culturelles. Et on va commencer par parler de sport parce que j'ai envie de commencer avec un peu d'exercice et en particulier avec du golf tout de suite. C'est la pause transpi avec John Boutot, enseignant. La PGA Tour 2026, les tournois majeurs et les golfeurs à suivre. La saison de golf professionnel est déjà bien lancée et les grands rendez-vous de 2026 s'annoncent spectaculaires. Voici les 4 tournois majeurs à ne pas manquer avec les terrains qui feront vibrer les amateurs. La tradition du tournoi des maîtres du 9 au 12 avril à Augusta National Golf Club en Géorgie. Le parcours mythique où chaque coup compte et où la pression est à son maximum. Le deuxième tournoi majeur, le championnat de la PGA, en fin mai à Arumnik Golf Club en Pennsylvanie. Un parcours technique qui demandera précision et stratégie. Pour poursuivre le troisième tournoi majeur, l'Open américain du 12 au 15 juin au Shinnecock Hills Golf Club dans l'État de New York. Un parcours légendaire réputé pour sa difficulté et les conditions de jeu souvent extrêmes. Et pour terminer la saison, évidemment, nous avons le traditionnel Omnium britannique du 16 au 19 juillet au Royal Birkdale Golf Club en Grande-Bretagne. Le seul majeur sur le links avec vent, sable et défi unique pour les golfeurs. Les golfeurs à surveiller cette saison, Scottie Scheffler numéro 1 mondial favori des 4 majeurs avec une constance impressionnante. Deuxièmement vient Rory McIlroy, toujours capable de créer la surprise, notamment à Augusta National et Shinnecock. Ensuite, John Rahm, un joueur explosif redoutable sur les parcours exigeants comme Arumnik et Royal Birkdale. Et pour terminer, Xander Schauffele, Victor Hovland et Tommy Fleetwood, 3 outsiders sérieux qui pourraient décrocher leur premier majeur. Cette saison promet des rebondissements spectaculaires, parcours légendaires, champions affamés et jeunes talents prêts à tout pour s'imposer. Les amateurs de golf ont de quoi se régaler. Et pour rester de bonne humeur, place à un peu de musique avec Émile Bilodeau. En musique avec Denis Melançon, enseignant. Émile Bilodeau est un auteur, compositeur, interprète québécois
né en 1996 à Longueuil. Révélé au grand public au milieu des années 2010, il s'impose rapidement comme l'une des voix marquantes de la nouvelle génération de la chanson québécoise. Avec son énergie débordante, son franc-parler et son style folk moderne, il séduit un public jeune tout en rejoignant un auditoire plus large. Dès la sortie de son premier album, Rite de passage, Émile Bilodeau connaît un succès important. Ses chansons, à la fois festives et réfléchies, abordent des thèmes comme l'engagement social, l'environnement, l'identité et les préoccupations de sa génération. Il se distingue par des textes directs, souvent teintés d'humour, qui reflètent une vision lucide du monde contemporain. Sur scène, Émile Bilodeau est reconnu pour son style dynamique et sa spontanéité. Guitare à la main, il crée une ambiance chaleureuse et rassembleuse, invitant le public à chanter avec lui. Son authenticité et sa proximité avec les spectateurs contribuent à son succès grandissant. Il n'hésite pas à prendre position sur des enjeux sociaux et politiques, affirmant son rôle d'artiste engagé. Émile Bilodeau incarne une relève créative et audacieuse. Par son énergie communicative et son regard critique sur la société, il contribue à renouveler la chanson québécoise tout en restant fidèle à une tradition d'engagement et de sincérité. Écoutons un extrait de « Ça va » d'Émile Bilodeau. Après de la musique, pour se relaxer, une petite pause lecture tout de suite pour continuer, c'est la Dosphère. Le coin lecture, présenté par Annette Robichaud, aide-bibliothécaire. Le livre d'aujourd'hui est intitulé « C'est pas juste dans ta tête, un regard différent sur l'anxiété à l'adolescence » par Virginie Cloutier-Naude. Tout le monde vit de l'anxiété sur une base régulière et à un niveau plus ou moins élevé. Ça fait partie de la vie. Pourquoi alors parle-t-on d'une épidémie d'anxiété chez les jeunes si cet état est normal? Comment peut-on arriver à bien gérer cette anxiété? À quel moment faut-il s'inquiéter pour sa santé mentale? Quels sont les côtés positifs de l'anxiété? Car oui, il y en a. C'est ce que ce livre explore en termes simples et avec humour. Tous les sujets qui te concernent au quotidien et les solutions qui sont à ta porte sont abordés dans ce guide conçu pour apprendre à mieux gérer son anxiété. Ce livre est disponible à la Bibliothèque Le Cormoran et les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné l'envie de lire, d'écouter la musique, de faire du sport, pourquoi pas, ou tout un tas d'autres activités culturelles. Il commence à faire beau, donc c'est l'occasion d'aller lire dehors ou se promener. Voilà, moi j'ai vraiment envie d'aller le faire. Ça y est, le beau temps qui revient petit à petit me donne envie de sortir. Et on va parler de tout autre sujet, puisque ça va être les sujets fun qui arrivent tout de suite. C'est la Dosphère. Adosphère. Et sans plus attendre, on va commencer la troisième partie de C'est la Dosphère. La partie où on parle de tout un tas de sujets complètement random. C'est tout de suite. C'est inutilement essentiel dans la Dosphère. Le plein hebdomadaire d'infos absolument oubliables et donc totalement indispensable. Et parmi les sujets random, il y en a beaucoup à parler. Il y a une journée mondiale, un fun fact, un record du monde, un tu préfères et un vocabulaire. Et on va commencer aujourd'hui par la journée mondiale. 7 jours dans une semaine, mais une journée mondiale mise à l'honneur. Et pourquoi je voulais commencer par la journée mondiale? C'est parce que lundi 11 mai, c'était la journée mondiale des espèces menacées. C'est une journée internationale pour justement mettre en valeur ces espèces menacées et encourager à ce qu'elles soient protégées un peu mieux. Et la dernière opération internationale qui a été menée contre le trafic d'animaux sauvages, elle a été assez extraordinaire et assez triste, puisqu'elle s'est menée sur 134 pays. Et il y a eu 4460 animaux saisis entre le 15 septembre et le 15 octobre 2025. Et c'est vraiment de nombreux animaux qui ont été sauvés de trafic à travers plein de pays au monde. Et il y a eu des réseaux très sophistiqués criminels qui ont été dénoncés parce qu'il y a des animaux dits exotiques qui sont de plus en plus victimes de trafic, comme des oiseaux, des tortues, des reptiles, des choses comme ça qui ne sont pas normalement des animaux de compagnie.
Donc on va parler d'animaux aussi aujourd'hui dans le record du monde d'aujourd'hui. Les exploits fous. Les exploits fous. Des records du monde qui n'ont aucun sens. Et le record du monde d'aujourd'hui, c'est un record qui est tenu par un animal qui s'appelle Jonathan et qui est une tortue. Pourquoi c'est un record du monde ? Parce que c'est l'animal terrestre le plus âgé encore en vie de nos jours. Il est habitant de l'île de Sainte-Hélène et il a un record puisqu'il est né, on estime, vers 1832. Ce qui lui donne environ 194 ans. Alors en tant qu'humain, on est très très loin de ce record-là. Après, un autre animal qu'on connaît qui est potentiellement le plus vieux, même de manière générale, et ça pour le coup c'est plutôt dans l'eau, c'est un animal marin qui s'appelle la prairie d'Islande et qui est un mollusque qui a vécu environ 507 ans. C'est le record absolu. Et après, on a d'autres choses qui sont plus intuables, immortelles, puisque les cellules se régénèrent en fait assez régulièrement. C'est certaines éponges ou certaines méduses qui ont des cellules qui se régénèrent et qui donc techniquement ne meurent jamais. Mais en tout cas, le plus vieil animal qu'on peut trouver sur la partie terrestre de la planète Terre, c'est Jonathan, la petite tortue géante, petite, du coup pas tant que ça puisque c'est une tortue géante, des Seychelles sur l'île Sainte-Hélène. Et on va parler du fun fact du jour, on va rester sur la thématique des animaux. Ça ne sert à rien. C'est inutile, mais c'est drôle. Voici le phonoscope. Et oui, on reste sur la thématique des animaux parce que j'ai découvert que la girafe, elle serait muette. Alors non, elles n'ont pas une absence de cordes vocales. Les girafes, on pourrait penser qu'elles n'ont pas de cordes vocales. En vrai, elles en ont. Elles possèdent un larynx et des cordes vocales, donc elles sont potentiellement capables de parler, mais leurs cordes vocales sont très peu utilisées ou atrophiées et du coup elles émettent quasiment jamais des sons qui sont audibles. Elles communiquent en fait plutôt avec des bourdonnements et des raclements ou des mugissements. Et même au-delà de ça, au-delà du bruit, les girafes vont communiquer par leur regard corporel, par la façon dont ils peuvent se regarder les uns les autres, mais c'est pas vraiment par le bruit. Les girafes sont muettes. Globalement, elles sont souvent muettes et elles ne parlent pas entre elles. Et pourtant, ça ne leur empêche pas de communiquer. Et ça me semblait intéressant de vous en parler du coup pour ça. On va changer complètement de sujet puisqu'on va pas parler d'animaux dans la prochaine chronique. Il est l'heure du mot du jour. Voici maintenant le dictionnaire des bizarretés présenté par Fabien Kokolkoff, enseignant. Il faut que tu m'aides, Fabien. Ça fait une semaine que je ne fais que penser à ce castor albinos depuis notre dernière chronique. Ah bah oui, je te comprends parce qu'il est vraiment mignon. Mais non, c'est pas ça. T'as utilisé un mot pour le décrire. T'as dit qu'il était pas albinos et qu'il était autre chose, mais je me souviens plus du mot. Ah oui, j'ai dit qu'il était leucistique et pas albinos. Ah oui, c'est ça. Et du coup, la différence, c'est quoi ? Je dois savoir. Leucistique, ça vient du grec leukos, qui veut dire blanc, et on y ajoute le suffixe istique pour faire leucistique. Donc ça veut simplement dire qui est blanc. C'est tout ? Oui, c'est tout. La différence quand même entre albinos et leucistique, c'est que leucistique, le castor, il est majoritairement blanc avec peut-être des petites taches de couleur. L'albinos, lui, il n'a pas du tout de couleur et il a les yeux rouges. Merci beaucoup d'avoir écouté notre chronique. À la semaine prochaine. Wow, attends une minute là, ça compte pas, ça a pris 2 secondes. J'espère que t'as préparé un autre mot. Oui, bien sûr. Est-ce que t'as déjà entendu parler du mot microphone ? Tu viens littéralement de regarder autour de toi et de me donner le premier objet que t'as vu. Et qu'est-ce que tu penses de l'adjectif extemporané ? Intéressant, vas-y, je t'écoute. Alors, extemporané, ça vient du latin extemporaneus et ça vient de la locution latine extempore qui veut dire à l'instant même. Est-ce que je peux dire que ta chronique est extemporanée ? Alors, d'abord, aïe. C'est très blessant que tu penses que je n'ai pas préparé ma chronique à l'avance. Et ensuite, techniquement oui, mais le mot, il est plus souvent utilisé dans le contexte de la médecine.
Par exemple, on parle d'un examen extemporané où un spécialiste va faire l'analyse de quelque chose en direct pendant une opération pour avoir des résultats rapides. Et est-ce qu'il y a des synonymes qu'on peut utiliser plus généralement ? Oui, on pourrait utiliser les mots impromptu ou improvisé, comme par exemple « ma chronique est improvisée Est-ce que tu dis ça parce que t'es fâché de ce que j'ai dit ? » ou encore « ma chronique est impromptue » Ok, excuse-moi, j'aurais pas dû t'accuser de... ou encore « ma chronique est extemporanée Pardon. » Hein ? Pourquoi tu t'excuses ? Bah, tu étais en train d'utiliser du sarcasme pour me montrer que tu étais blessé par mon commentaire, non ? Ah non, pas du tout. J'étais vraiment en train d'avouer que tout aujourd'hui était extemporané en fait. Donc, la prochaine fois que vous avez une présentation à faire, que ce soit à l'école ou au travail, et que vous n'avez pas travaillé très fort dessus, vous pouvez dire à l'audience que votre présentation est vraiment très extemporanée. Ça va donner l'impression que vous avez travaillé vraiment fort dessus, alors que dans le fond, vous êtes en train de tout improviser en direct. Comme toi aujourd'hui, quoi. Et maintenant, place, juste après le mot du jour, à des élèves de l'école Samuel de Champlain à Saint-Jean qui répondent au « tu préfères ». Et toi, tu préfères quoi? Voici les réponses des 5e années de la classe de Marie-Luce Claveau. Tu préfères que tes cheveux poussent très vite ou que tes ongles poussent très vite? Je préfère que mes ongles poussent très vite car je peux le couper et je suis une fille. Je peux le faire un peu long et faire des couleurs sur. Et j'aime pas couper mon cheveu. Moi, je préfère que mon cheveu pousse très vite car je suis un garçon et je peux couper tout le temps. Moi, je suis plutôt de l'avis du 2e élève parce que même si je suis pas un garçon, peut-être que vous l'avez vu, j'ai très souvent les cheveux très longs et des fois j'aimerais bien qu'ils poussent encore plus vite pour les avoir encore plus longs, encore plus facilement et pouvoir, s'ils poussent vite, les couper régulièrement et les garder en meilleure santé. Et puis surtout parce que mes ongles, je les ronge, donc dans tous les cas, ils seraient pas longs même s'ils poussaient vite. Donc j'aimerais bien qu'ils poussent vite mes cheveux, ce serait plutôt un avantage. Mais bon, j'ai pas le choix. Et heureusement, ils poussent pas trop mal vite. Genre ça va, ils sont pas trop longs à pousser. C'est déjà la chance que j'ai là-dedans. Mais bon, c'est la fin du Tu préfères et on va changer complètement de sujet puisqu'on va parler d'histoire dans la dernière partie de C'est la Dosphère qui arrive dans 1 minute. C'est la Dosphère. Adosphère. Place donc désormais à la dernière partie de C'est la Dosphère et cette semaine on se retrouve pour un petit point sur l'histoire de l'Acadie. Et cette semaine, pour finir la Dosphère, la grande histoire. Une année marquante pour le Canada ou l'Acadie. Raconté par François. Et le mois dernier, on s'était arrêté en 1786, alors on va reprendre en 1787, à peu près là où on s'était arrêté. En 1787, c'est le moment où Memramcook devient un gros centre acadien avec, après la déportation, de nombreuses familles qui s'y installent parce que les terres sont fertiles et qu'il y a une position assez stratégique pour les Acadiens d'aller là-bas parce qu'ils ont perdu leurs terres dans d'autres endroits. Donc Memramcook, c'est un peu l'espoir d'un futur meilleur. Et puis après, ça suivit dans les années 1790 du nord de l'Acadie qui se développe petit à petit avec les communautés acadiennes de Caraquet et de Tracadie qui se développent énormément. Et les familles commencent alors à s'apprivoiser la pêche dans l'économie locale. Les villages se construisent, on retrouve un peu la foi, les chapelles et il y a un peu plus d'entraide. Donc vraiment, la société acadienne commence tout doucement à se régénérer après la déportation. 1792, c'est un moment important puisque c'est la toute première assemblée législative du Nouveau-Brunswick qui a été créée quelques années plus tôt après l'arrivée des loyalistes britanniques. C'est une nouvelle institution, c'est un nouveau système politique parlementaire pour la province. Pour les Acadiens, c'est compliqué parce qu'ils sont peu nombreux, ils n'ont pas trop accès au pouvoir et c'est la langue anglaise qui prend le pas sur tout le reste, donc ils ont un peu du mal et ils sont assez marginalisés. Quelques années plus tard, en 1798, la frontière entre le NB et le Maine est définie, on en parle tout de suite avec
François. Le 25 octobre, la Commission, c'est en 1798, la Commission internationale des limites, créée en vertu du traité de Jay, établit la rivière Sainte-Croix en tant que frontière sud-ouest entre le Nouveau-Brunswick et l'État du Maine. Et alors que l'Assemblée législative en tant que système politique existe déjà, 1799 marque un moment physique dans l'histoire de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Ça se passe à Fredericton. Le lieutenant-gouverneur Thomas Carleton, un nom bien connu dans l'histoire de la région, dépose la pierre angulaire du premier édifice de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, le Province Hall. Il est remplacé en 1882 par l'édifice actuel de l'Assemblée législative. En 1803, c'est au tour de Miscou et Shippagan de développer des nouvelles cultures acadiennes et des nouvelles communautés acadiennes au nord-est du Nouveau-Brunswick, tout proche du Saint-Laurent. C'est des villages de pêche et de commerce maritime où les familles commencent à avoir une vie de plus en plus stable. Mais malgré tout, ils sont assez loin des grandes infrastructures et leurs hivers sont très vigoureux là-bas. Puis ensuite, quelques années après, c'est la guerre de 1812 à 1815. Elle oppose dans les maritimes les États-Unis à l'Empire britannique, dont fait alors partie le Canada. Et les maritimes, ils ont un peu souffert de ce conflit-là. Il y a beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes. Le commerce maritime a du mal. Et donc, il y a une certaine instabilité, même s'ils ne sont pas directement concernés. Il y a une instabilité qui s'est créée autour de ces années-là. Et alors que tout le monde commence à aller un peu mieux, 1825 devient une année assez traumatisante pour les communautés autour de Miramichi. Ce 19 septembre, mais un événement qui a marqué l'histoire, c'est en 1825, début à Miramichi du plus grand incendie des annales des maritimes. Le grand incendie de Miramichi rase 1/5 de la superficie du Nouveau-Brunswick, ou environ 9656 km² du nord-ouest de Miramichi jusqu'aux environs de Fredericton. Le feu de Miramichi. L'été et l'automne 1825 sont exceptionnellement secs et de nombreux feux de forêt ont éclaté au Nouveau-Brunswick dans un territoire situé de Fredericton à la baie des Chaleurs au nord et le détroit de Northumberland à l'est. La cause principale des incendies est en fait le défrichement et la pratique de l'agriculture sur brûlis avec un sol très très sec et des forêts sèches. Le 19 septembre, la vieille résidence du gouverneur Howard Douglas est détruite par l'un de ces incendies-là. Le 7 octobre, comme aujourd'hui, des vents violents propagent les incendies, les transformant en une tempête de feu. De nombreuses maisons sont détruites à Fredericton, mais la plus importante destruction a lieu à Miramichi, où plus de 1000 km² partent en fumée. Selon les témoins, le bétail s'enfuit à la vue des flammes et de la fumée qui se propage très rapidement. Le bruit causé par les incendies est si fort, le tout contribuant à faire croire à certaines personnes que le jugement dernier est arrivé. En tout, entre 10 000 et 20 700 km² de forêt sont touchés par les incendies. On parle aussi de près de 300 morts, en fait 280 pense-t-on, sauf qu'il y a des bûcherons qui se trouvaient à ce moment-là en forêt et on pense en réalité que le nombre devrait être estimé à 300. Encore plus, certains et certaines ont tenté de se sauver par la baie ou encore par des rivières et seraient possiblement décédés noyés. Alors, Howard Douglas organise les secours à Fredericton et après que l'intensité des incendies soit réduite, se rend à Miramichi pour secourir et encourager la population. Et grâce à son appel, une grande quantité d'argent, de vêtements et de vivres sont envoyés au Nouveau-Brunswick en provenance principalement du reste du Canada, des États-Unis et même du Royaume-Uni. Environ 15 000 sans-abri sont ainsi aidés. Quand on constate ces statistiques-là, on se rend compte à quel point ce feu a été dévastateur, donc de Miramichi à Fredericton, avec surtout encore Miramichi qui y est passé. Et c'est sur cet événement tragique que se termine notre histoire d'aujourd'hui. Et dès le mois prochain, on pourra parler d'un autre feu qui a ravagé plutôt ce côté-là, Saint-Jean, en 1837. Mais ça, on parlera le mois prochain. La semaine prochaine, vous retrouverez en dernière partie de C'est la Dosphère une rubrique différente, comme d'habitude, avec une rencontre et avec un nouveau métier qui vous sera présenté. Et d'ici là, je vous encourage à pouvoir nous écouter, nous réécouter en podcast sur Spotify, sur YouTube ou encore sur Apple Podcast,
ou encore nous écouter en direct le mercredi à 18h ou en rediffusion le samedi à 13h. À très très vite dans C'est la Dosphère. C'est Halloween sur les radios du groupe C-Média. Bye! C'était l'Adosphère, Adosphère. l'émission francophone qui parle aux ados.